Bonjour, ici Gaëtan Klein et bienvenue dans cette conférence sur la cellule primaire et cette nouvelle science que nous utilisons à l'Institut d'études des états de conscience extraordinaires, que nous appelons la psychobiologie subcellulaire et qui est la base de tout notre travail de recherche sur la psychologie et la biologie et sur les programmes que nous développons au sein de l'Institut. Donc la cellule primaire, allons-y. Donc, si vous regardez cette conférence, vous devez avoir préalablement vu les autres conférences que j'ai données sur les différents types de croyances et de traumatismes et sur l'épigénétique. Sinon, vous aurez du mal à suivre cette conférence-ci qui va un peu plus en profondeur, qui est un peu plus complexe. Et si vous voulez commencer par de la théorie, je vous conseille de commencer par la vidéo sur l'épigénétique. Si vous voulez des choses plus concrètes, plus appliquées, allez voir les deux autres vidéos qui sont sur mon site et sur ma chaîne YouTube. Bon, et si vous avez compris ce que nous faisons, moi et mes collègues de l'Institut, dans notre travail de thérapie et de recherche, eh bien, nous pratiquons essentiellement ce que nous appelons la régression, c'est-à-dire que nous allons dans le passé, nous allons chercher dans nos souvenirs les différents épisodes de notre vie qui doivent être parfois réparés. Donc ça, c'est ce qui concerne la partie psychothérapie normale, psychothérapie où on va chercher la cause de nos souffrances et l'alléger, l'apaiser. Mais plus précisément, nous allons encore plus loin dans notre recherche puisque nous allons étudier le développement de notre être avant notre naissance. Donc la régression, c'est quelque chose qui est très simple, que tout le monde peut faire, mais personne ne s'entraîne jamais vraiment à le faire. Donc quand vous allez voir un thérapeute, c'est très facile de retrouver un souvenir de votre enfance parce que ces souvenirs-là, on y a accès généralement assez facilement. Mais si on s'entraîne, on peut apprendre à régresser beaucoup plus loin parce que notre mental, notre esprit oublie évidemment ces souvenirs-là, mais notre corps, lui, garde la mémoire de tout son développement, toute son existence. Donc depuis le premier moment où on commence à exister à partir de rien jusqu'à aujourd'hui, notre corps a gardé la mémoire de son propre développement. Et donc évidemment, il y a beaucoup de mémoires prénatales auxquelles on peut accéder. Et c'est intéressant d'y accéder parce que c'est là qu'il se passe le plus de choses en termes de biologie et de construction de notre être. Et donc tout notre travail, c'est de comprendre quelles sont ces étapes de développement avant la naissance et qu'est-ce qui se passe bien, qu'est-ce qui peut-être ne se passe pas bien et quelle est la source de différents problèmes qu'on peut avoir dans notre vie dans ces différentes périodes de développement prénatal. Donc on va de plus en plus loin dans le passé. Et plus on va loin dans le passé, plus nous travaillons sur des événements qui sont très biologiques. Parce qu'évidemment, quand vous retournez quelques mois avant la naissance, vous êtes un fœtus, vous êtes en train de vous développer, vous n'avez même pas encore tous vos organes. Mais si vous allez encore plus loin, on va sur des choses qui sont très biologiques, comme la première division cellulaire, ou même la conception. Quand il y a un ovocyte et un spermatozoïde qui se rencontrent pour devenir vous, c'est l'événement biologique le plus important, parce que c'est là qu'on commence vraiment à exister en tant que nous-mêmes. Mais même avant ça, on peut remonter sur la mémoire du spermatozoïde et de l'ovocyte et comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans leur développement et quelles sont ces différentes étapes de construction qui ont à la fois un impact biologique et psychologique. Et plus nous allons loin dans le passé, plus le travail a un impact psychologique profond, et beaucoup plus profond que ce qu'on peut faire en thérapie où on explore juste ce qui s'est passé dans notre enfance. Ce qui s'est passé dans notre enfance est très important, mais plus on va loin dans le passé, plus l'impact est profond. Et c'est notamment la clé pour notre travail sur les états de conscience. Et en réparant les dommages épigénétiques, donc dommages épigénétiques, j'ai expliqué ça dans une vidéo précédente, lorsqu'on répare ces dommages qui sont liés à des événements de développement particuliers, nous avons aussi un impact physique. C'est-à-dire que notre corps, tout d'un coup, change et a la capacité, acquiert de nouvelles capacités, en fait. Et ce travail de réparation épigénétique, il est rapide, il est extrêmement rapide. Et nous observons généralement des changements qui sont quasiment instantanés lorsque les bons gènes sont réparés, lorsque les bonnes choses sont faites, le changement il est quasiment immédiat. Ça signifie que ce changement il se propage depuis le niveau le plus profond, le plus intime qui est celui de nos gènes, à l'ensemble de notre corps très rapidement. Donc il y a quelque chose qui change dans nos gènes, ça se propage à la cellule qui du coup acquiert un fonctionnement différent,
et ça se propage à toutes les cellules de notre corps et à tous les systèmes de notre corps très rapidement. Alors comment ça marche? Eh bien, en se posant la question et au fur et à mesure de nos explorations qui ont pris des décennies, finalement, nous avons réalisé qu'il existe ce qu'on appelle la cellule primaire. C'est une cellule qui est dans notre corps et qui dirige toutes les autres cellules. Ça veut dire que toutes les cellules de notre corps obéissent en quelque sorte à cette cellule maîtresse. Et tous les organes de notre corps aussi obéissent à cette cellule qui dirige tout notre corps. C'est cette cellule qui donne euh, la directive, les directions à prendre pour tous les systèmes de notre corps. Une cellule unique qui dirige tout. Et cette cellule, c'est nous à un niveau très intime. Donc on l'appelle la cellule primaire. Et cette cellule, elle dirige tout notre être et elle contient tout le potentiel de notre être. Et elle contient aussi quelque chose qui est vraiment très surprenant et qui a des implications vraiment fantastiques et extrêmement profondes, c'est que cette cellule contient aussi notre conscience. C'est-à-dire que notre conscience, elle existe à partir de cette cellule et ensuite elle se propage, elle se manifeste à tout notre corps. Cette cellule, elle contient tous les gènes que nous avons. Donc toute notre biologie est basée sur le fonctionnement de cette cellule et elle contient aussi tout ce qui est attrait à notre psychologie, tout ce qui est du niveau de l'esprit ou de la conscience réagit en fonction de ce qui se passe dans cette cellule. Donc cette cellule, c'est nous à un niveau très profond. Il y a une chose qui est très très intéressante pour les gens qui ont un esprit scientifique, c'est du coup de réaliser que toutes les structures à l'intérieur de cette cellule, chaque structure a une fonction psychologique. Et oui, donc vous avez ces tout petits morceaux de structure biologique qui ont un impact sur notre psychisme, sur notre conscience, sur la manière dont nous vivons, dont nous évoluons. Et c'est du coup intéressant de comprendre comment ça fonctionne. Vous voyez sur le schéma, là ici en anglais, vous avez plein de structures qui sont annotées. Donc vous avez le noyau évidemment au centre, avec les gènes qui sont comme un petit paquet au centre du noyau, et puis la membrane du noyau, avec des petits trous qu'on appelle les pores. Et puis autour du noyau, vous avez différentes structures qui sont un peu comme des organes en fait, qui, euh, qui ont différentes fonctions et qui font différentes actions pour que le fonctionnement de la cellule soit efficace. Bon, qui ne sont pas tous notés parce que cette cellule elle est très complexe. Et là, vous avez pas mal de structures qui sont montrées, donc les lysosomes, les ribosomes, l'appareil de Golgi, le réticulum endoplasmique, vous avez plein de choses. Mais il y a beaucoup d'autres choses qui ne sont pas représentées. Il y a beaucoup de structures et de morceaux à l'intérieur de cette cellule, c'est assez complexe. Mais chacun de ces morceaux a une fonction psychologique et biologique. Et donc, c'est très important d'identifier, de comprendre le fonctionnement de ces structures et de repérer aussi si elles fonctionnent correctement ou pas, parce qu'elles ne fonctionnent pas toujours correctement. Et nos investigations montrent que ces dysfonctionnements subcellulaires ont toujours un impact sur notre santé. Autrement dit, notre santé globale ne peut être qu'aussi bonne que la santé de cette cellule. Et inversement, nous explorons notre science, c'est de trouver la source de différents types de troubles psychologiques ou physiques à l'intérieur même de ces cellules. Donc quand quelque chose ne fonctionne pas dans notre corps, au lieu de nous demander qu'est-ce qui se passe dans le cerveau, qu'est-ce qui se passe dans le foie, qu'est-ce qui se passe dans les organes de notre corps, on se demande est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à l'intérieur de la cellule primaire qui ne fonctionne pas? Et donc on travaille à un niveau plus profond, plus intime, parce que c'est la source de tout. Et ça nous amène à constater que le corps et l'esprit, lorsqu'on travaille à ce niveau-là, sont complètement intriqués. Donc dans notre modèle, dans notre science, euh, nous constatons qu'au niveau cellulaire, le corps et l'esprit sont intimement intriqués. Et je dis bien nous constatons parce que c'est pas une idée en l'air, oh on va dire ça parce que ça fait bien, le corps et l'esprit vont ensemble, ça sonne bien. Non, c'est pas un a priori, c'est pas un parti pris, c'est une constatation. Quand on travaille au niveau de la cellule primaire, il y a toujours un impact physique et psychologique en même temps, et le corps et l'esprit ne font qu'un en fait quand on travaille à ce niveau-là. Donc c'est aussi un bon modèle d'explication pour le lien entre le corps et l'esprit. C'est quelque chose qui se développe beaucoup dans le domaine de la psychologie, le lien corps-esprit. Et en fait, ça vient de là, ça vient du fait que cette cellule primaire
Elle renferme toute notre biologie et toute notre conscience. Et donc, le corollaire de ça, c'est que tout ce qui a un impact sur la biologie va avoir un impact sur la psychologie, mais aussi tout ce qui a un impact sur la psychologie peut avoir un impact sur la biologie. Et notamment, les techniques qui sont efficaces en psychothérapie exploitent tout un mécanisme à l'intérieur de la cellule primaire. Quand vous allez voir un thérapeute et que vous lui parlez de vos problèmes et que vous vous sentez mieux à la fin, il y a quelque chose à l'intérieur de la cellule primaire qui change. Et différentes formes de thérapie ont différentes formes d'action. Et par ailleurs, nous observons aussi qu'il y a plein d'expériences que les gens décrivent comme des expériences spirituelles ou extraordinaires ou transcendantales ou des choses qui sortent un peu de l'ordinaire. Eh bien, ces expériences sont liées à des fonctionnements cellulaires aussi. Et c'est en comprenant ces mécanismes cellulaires qu'on peut permettre à plus de gens, du coup, de vivre ce genre d'expériences qui, j'espère, dans le futur, seront de moins en moins extraordinaires, mais de plus en plus ordinaires, dans le sens où de plus en plus de gens auront accès à ça. C'est le but, en fait, de notre travail. Et donc, toutes ces découvertes, ça fonde une nouvelle science que nous sommes en train de développer, que nous appelons la psychobiologie subcellulaire. Subcellulaire parce qu'on travaille sur ce qui se passe à l'intérieur de la cellule, et psychobiologie parce que le corps et l'esprit sont complètement reliés, on ne peut pas les séparer quand on travaille à ce niveau-là, on ne peut pas les séparer. Donc si vous y réfléchissez, la première cellule qui devient vous, c'est quand votre père et votre mère se mettent ensemble, se reproduisent, et vous commencez à exister. Et cette première cellule, elle contient tout votre être. Elle va se diviser en deux, puis en quatre, puis en huit, etc., etc. Elle va grandir jusqu'à ce que 9 mois plus tard, vous soyez un bébé et c'est la naissance. Mais cette première cellule, elle renferme tout le potentiel de votre être, tout le potentiel de votre vie, en termes de biologie et de psychologie. Et donc, si cette toute première cellule a des problèmes, vous allez hériter de ces problèmes. Votre santé, votre bien-être ne peut pas être supérieur à celui de cette première cellule, puisque c'est à partir d'elle que tout commence, c'est elle qui contient tout. Donc c'est extrêmement important d'étudier ça et de comprendre est-ce que ça se passe bien, qu'est-ce qui se passe pas bien, comment est-ce qu'on peut améliorer les choses. Donc cette science, c'est vraiment une science en termes les plus purs possibles, et donc elle est basée sur différents principes, différents axiomes, et notamment, elle respecte tout le fonctionnement de la méthode scientifique que nous connaissons bien. Donc il y a plusieurs axiomes. La première, c'est que toutes les observations valides en psychologie et en biologie doivent être compatibles. Tout ce qu'on observe dans le fonctionnement humain doit être expliqué par cette théorie. Sinon, la théorie n'est pas bonne. Cette théorie, elle doit regrouper à la fois tout ce qui se passe en psychologie et en biologie. Donc on observe des choses et la théorie les explique. Deuxièmement, tous les modèles théoriques en psychologie et en biologie, du coup, doivent être compatibles. C'est-à-dire qu'ils doivent ne pas se contredire, puisque dans notre modèle, la psychologie et la biologie, c'est une seule et même chose. Alors là, déjà, on a un premier problème, puisque en biologie, il y a un seul modèle. Tous les biologistes sont d'accord sur comment fonctionne la biologie. Par contre, en psychologie, c'est pas du tout le cas, puisqu'il y a des dizaines et des dizaines de modèles psychologiques différents qui souvent se contredisent ou qui ne sont pas vraiment compatibles ou qui expliquent les choses de différentes manières. Et si vous allez voir dans le champ de la psychologie, vous verrez qu'il y a plein de choses qui existent très très différentes. Les gens ne sont pas d'accord entre eux, il y a des guerres de chapelle, etc. Il n'y a pas de modèle psychologique unifié pour l'instant. Mais il y a plein de théories qui sont plus ou moins juxtaposées, plus ou moins compatibles ou pas. Mais c'est pas encore une science très, très unifiée, contrairement à la biologie. Bon, notre principe, si on suit le fonctionnement de la science, c'est que si on a une théorie unifiée, elle doit pouvoir tout expliquer. Et donc, elle doit être compatible avec ce qui existe déjà. Mais c'est assez compliqué. Et enfin, ces modèles doivent intégrer aussi ce qu'on appelle les vérités qui dérangent, c'est-à-dire les données qui sont en dehors du champ explicatif. Et notamment tous les phénomènes observables. Donc si on observe qu'il y a plein de choses qui se passent et qu'on comprend ces choses-là, mais il y a une chose qui se passe et on ne la comprend pas du tout, il y a beaucoup de scientifiques qui vont se dire oh bah ça c'est rien, ça n'existe pas, on comprend pas trop, mais c'est pas important, c'est quelque chose un peu aléatoire et ce qui est important c'est que ça on le comprend bien. Et oui, mais le but de la science c'est de décrire toute la réalité.
Donc tous les phénomènes observables, y compris ceux qui sont en dehors de la moyenne, doivent être expliqués par une théorie qui englobe tout ça. Et donc, il y a beaucoup d'êtres humains qui racontent, qui relatent des expériences qu'ils qualifient de spirituelles ou de chamaniques, ou il se passe des choses un peu étranges. Et dans notre science occidentale matérialiste, on va avoir tendance à se réduire sur les, euh, sur les comportements et les données qu'on comprend bien, et à exclure ces données-là et à dire mais non, ça n'existe pas, ou c'est la superstition, ou c'est de la croyance, c'est des illusions, des hallucinations, etc. Et donc on ignore toutes ces données. Mais si on est honnête en termes de science, on doit pouvoir inclure toutes ces données aussi et expliquer même ce qui dérange et dans, ce qui n'est pas accepté par notre culture. Parce qu'évidemment, la science peut être biaisée, peut être limitée par notre culture. On y reviendra. Et donc, un modèle unifié de psychobiologie qui est valide doit prendre en compte toutes les données observées, et ça doit aussi pouvoir en prédire de nouvelles. Ah oui, c'est ça le but de la science, c'est de comprendre comment fonctionnent les choses, et du coup de pouvoir dire, ah mais du coup c'est ça qui va arriver. On peut prédire que ça va se passer comme ça. On peut prédire que telle chose existe. Euh, Prenez par exemple les micro-ondes. Bon, les micro-ondes, on ne les voit pas, on ne sait pas que ça existe, on ne peut pas les toucher. Mais si on comprend le fonctionnement de l'électromagnétisme, on se dit, ah bah tiens, il y a tel type d'ondes électromagnétiques qui ont tel effet, on va appeler ça des micro-ondes, et on peut les utiliser, et si on les utilise, ça produit tel effet. En l'occurrence, ça fait vibrer la matière et ça la chauffe. Bon, ça a été démontré depuis plus de 100 ans. Donc, le but de la science, c'est de prédire de nouvelles choses. Et enfin, la validité du modèle doit pouvoir être testée. Il y a des critères pour établir qu'une science est une science, notamment le fait qu'elle doit être testée, qu'elle doit être réfutable. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir dire, en testant, ah bah, en fait, cette théorie est vraie ou elle n'est pas vraie. Enfin, on doit pouvoir dire, elle n'est pas vraie, plus exactement, en la testant, parce qu'on ne peut jamais vraiment dire qu'une théorie est complètement vraie. La nature répond toujours non, en quelque sorte, mais ça, c'est un détail de la méthode scientifique. Mais la méthode scientifique, elle comprend différents éléments. Donc, ça doit pouvoir être prédictif, on doit pouvoir émettre des hypothèses et les tester, utiliser la déduction, la logique, etc. etc. Je ne reviens pas sur ce que c'est que la méthode scientifique. Vous pouvez aller voir sur Internet si vous voulez le détail, parce que la plupart des gens, en fait, ne comprennent pas exactement comment fonctionne cette méthode scientifique. C'est pas toujours bien enseigné, mais c'est une méthodologie très précise. Et enfin, il doit pouvoir y avoir des applications concrètes qui peuvent être inventées à partir de ce modèle. Si on a un modèle qui explique les choses et qui prédit les choses, on doit pouvoir en sortir des applications concrètes et c'est ce qu'on fait. Donc, juste pour finir sur les expériences spirituelles, en fait, je l'ai déjà dit, la plupart des expériences spirituelles ou transcendantales sont ignorées par la science moderne parce que la science moderne n'a pas de modèle explicatif. Si quelqu'un dit ah oh, un jour j'ai monté au sommet de la montagne et quand je suis arrivé au sommet, j'ai eu l'impression de faire un avec tout, d'être uni avec tout ce qui m'entourait. Les gens vont dire oh bon bah c'est comme si tu avais un peu trop d'oxygène dans le sang, voilà, t'as eu une hallucination. Bon, on ne se dit pas, oh, tiens, c'est intéressant, comment ça se fait qu'il a pu avoir cette expérience-là et est-ce qu'il y a une explication différente? Si quelqu'un dit, tout d'un coup, j'étais en train de d'éplucher des patates et puis j'ai eu un sentiment d'amour immense et j'aimais tout ce qui se passait autour de moi, on va se dire, bon, bah, ok, c'est bien, mais c'était un peu aléatoire, on ne voit pas le rapport avec le fait d'éplucher des pommes de terre, donc ça n'existe pas vraiment ou on s'y intéresse pas, etc., etc. Mais le rôle d'une science complète, c'est de pouvoir décrire la réalité dans son entièreté. Et la science progresse par élargissement, donc les nouveaux modèles théoriques doivent intégrer et élargir les modèles précédents. Par exemple, la théorie de gravitation de Newton, c'est une théorie qui est assez simple. Deux corps qui ont des masses s'attirent et c'est une mécanique très simple. Tout le monde connaît ça. La relativité générale d'Einstein, elle dit oui, ça c'est vrai, mais que dans certaines conditions. Dans d'autres conditions, ce n'est plus vrai parce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus complexe qui se passe, parce que l'espace-temps lui-même est élastique. Bon. Donc ça intègre la théorie de Newton, mais ça l'élargit. De la même manière, la psychobiologie subcellulaire intègre la psychologie, la biologie et aussi ce qu'on va appeler la spiritualité,
et donne une explication, un modèle, une théorie unifiée, intégrée. Donc, comment est-ce qu'on utilise ça? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et comment est-ce qu'on l'utilise pour mettre au point de nouvelles méthodes? Parce que c'est ça qui nous intéresse, c'est le concret. Alors, il y a plusieurs applications que nous utilisons au sein de l'Institut. La première, qui est la plus importante à comprendre pour établir de bonnes bases, c'est la biologie des traumatismes. Donc, traumatisme, c'est un choc émotionnel, quelque chose qu'on a vécu où on a été choqué, on a vécu une émotion et ça reste coincé, ça crée de la souffrance. On peut plus ou moins gérer ça de différentes manières, mais quand on a été traumatisé, eh bien on a une souffrance en nous et on essaie de vivre avec. Et si vous avez regardé la vidéo précédente sur l'épigénétique, vous avez compris que ces traumatismes ce ne sont pas seulement des choses qui existent dans notre esprit et qui sont abstraites ou immatérielles, elles sont très concrètement installées dans notre biologie et elles sont installées dans ce qu'on appelle des dommages épigénétiques. Donc comme vous voyez sur le schéma, vous avez un gène avec de l'ADN en bas, un histone autour. L'histone, c'est la molécule qui doit s'ouvrir pour permettre au gène de s'exprimer. Mais quand il y a un traumatisme, cet histone est bloqué, il est endommagé. Et donc, au lieu d'utiliser le gène pour créer une protéine, on se retrouve avec cette chaîne d'ARN et ces différents ribosomes qui sont coincés. Et on a des traumatismes qui sont stockés, des souvenirs en fait, qui sont stockés dans chacun de ces ribosomes. Donc une fois qu'on a compris que les traumatismes ont une base biologique, eh bien on peut comprendre quelles sont les techniques qui sont efficaces en psychothérapie, et notamment la thérapie des traumatismes, parce qu'il y a plein de thérapies des traumatismes qui existent, il y en a des centaines. Et donc on peut se demander comment est-ce qu'elles fonctionnent, quel impact elles ont sur cette structure. Est-ce qu'elles éliminent les ribosomes? Est-ce qu'elles éliminent la chaîne d'ARN messager? Est-ce qu'il se passe autre chose? Est-ce qu'elles réparent les histones endommagées? Qu'est-ce qui se passe? Et donc, c'est une science qu'on appelle l'épigénétique, qui s'intéresse en particulier à ça. Et de comprendre bien cette biologie, ça nous a permis à nous, au sein de l'Institut de recherche, d'identifier qu'il y a 4 types de traumatismes différents. Alors, je ne reviens pas en détail dessus, mais il y a les traumatismes biographiques qui correspondent aux chocs qu'on a vécus dans notre propre vie. Il y a les traumatismes générationnels qui sont les chocs que nos ancêtres ont vécus et qui nous sont transmis avec nos gènes. Il y a ce qu'on appelle les associations corporelles et quelque chose d'autre qu'on appelle les croyances fondamentales. Et chacun de ces 4 types de traumatismes est lié à un mécanisme épigénétique différent et ils sont stockés dans différents endroits dans la cellule. Donc les biographiques, ce sont, comme on l'a vu juste avant, des ribosomes sur une chaîne d'ARN avec un histone endommagé et ils se trouvent au niveau des pores de la membrane nucléaire. Les traumatismes générationnels, c'est la même chose, sauf qu'au lieu d'avoir des ribosomes, on a des perles, ce qu'on appelle des perles. C'est comme des structures un peu sphériques. Les associations corporelles, c'est la même chose que les traumatismes biographiques, sauf qu'ils se situent à un endroit particulier, qu'on appelle le réticulum endoplasmique rugueux, et du coup leur fonctionnement est différent. Et les croyances fondamentales, elles sont à un autre endroit, elles sont dans une structure qu'on appelle la chaîne, et qui se trouve au cœur du nucléole. Donc le nucléole, c'est l'intérieur du noyau. Donc vraiment à l'intérieur de l'intérieur de l'intérieur, on a une chaîne quelque part, et sur cette chaîne, il y a des traumatismes qu'on appelle les traumatismes fondamentaux. Donc une fois qu'on comprend ça, bien, on peut analyser quelle technique de thérapie fonctionne sur quel type de trauma. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça fonctionne? Alors, comme il y a des centaines de techniques de thérapie, je ne vais pas toutes les citer évidemment, mais il y en a certaines qui sont bien connues aujourd'hui. Donc, vous avez peut-être entendu parler de l'EFT ou de l'EMDR, qui sont des techniques très efficaces sur les traumatismes biographiques, mais aussi tout ce qui correspond aux techniques de régression. Et il y en a plein de techniques de régression, des techniques de respiration ou des techniques comme la PNL, etc., etc., etc. En général, toutes ces techniques fonctionnent sur les traumatismes biographiques parce que c'est pour ça qu'elles sont conçues. Elles fonctionnent rarement sur les traumatismes générationnels, sauf l'EFT quand il est bien utilisé, mais il faut savoir le faire, il faut savoir cibler ça. Par contre, une technique qui a tendance à bien fonctionner sur les traumatismes générationnels, c'est une technique qui s'appelle la TAT, la technique d'acupressure de Tapas. Pour les associations corporelles, je ne connais aucune technique qui fonctionne sur ce type de traumatisme, en dehors de la nôtre.
Il est possible que parfois, en EFT ou en TAT, on ait un coup de chance et que ça fonctionne, mais c'est rare. Et je ne connais aucune technique qui soit spécifiquement ciblée sur ça. Et même chose pour les croyances fondamentales. Il y a seulement une technique qui est une technique chinoise qui s'appelle la méthode Yuen, mais qui est très très peu connue, qui parfois va chercher ces croyances fondamentales. Mais c'est quelque chose qui est assez anecdotique malheureusement en thérapie, en tout cas en Occident. Et donc, puisqu'on connaît le fonctionnement de l'épigénétique, eh bien, on peut créer des techniques qui sont efficaces. On peut voir dans toutes les techniques qui existent qu'est-ce qui fonctionne, quels sont les points communs, quels sont les éléments en trop, et réduire ça à la technique la plus simple et la plus efficace et la plus polyvalente. Donc, il se trouve qu'on a mis au point une technique qui fonctionne à la fois sur les traumatismes biographiques et générationnels, qu'on appelle la technique du tapping sur le point unique. Ça fait partie de notre thérapie. C'est pratique parce qu'on n'a pas besoin de diagnostiquer si le traumatisme est générationnel ou biographique, qu'il soit l'un ou l'autre. Cette technique fonctionne, donc c'est assez pratique et c'est rapide, c'est polyvalent, c'est vraiment une technique merveilleuse. Concrètement, c'est une technique qui marche. Pour les associations corporelles, nous avons mis au point une technique qu'on appelle la technique des associations corporelles, en anglais Body Association Technique. Et pareil, pour les croyances fondamentales, on a trouvé des moyens d'aller chercher ces traumatismes fondamentaux et de pouvoir les régler. Mais de manière plus large, si on réfléchit à ce que ça signifie, de comprendre que tous ces traumatismes, euh, ils ont un endroit dans la biologie où ils sont stockés, eh bien, ça permet de voir qu'est-ce qui se passe au niveau de l'ensemble de la cellule. Et on se rend compte au niveau de l'ensemble des cellules qu'il y a, chez quasiment tout le monde, des milliers de chaînes d'ARN qui sont bloquées comme ça. Et elles représentent toutes, ouais, j'aurais dû dire toutes, des traumatismes potentiels ou réalisés. C'est-à-dire que certains de ces traumatismes sont réalisés, vous les avez vécus dans votre vie, vous avez vécu des chocs, vous avez vécu des deuils, vous avez vécu de la souffrance, vous avez vécu des émotions négatives. Mais il y en a aussi qui ne sont pas réalisés, qui ne sont pas actifs dans votre vie, mais qui sont là stockés et qui attendent de peut-être un jour être déclenchés, ou pas. Je ne vous le souhaite pas évidemment, mais ces traumatismes, ils sont là, c'est comme une pré-sensibilisation à différents types de traumatismes. Pourquoi? Parce qu'il y en a une bonne partie qui sont générationnels, et donc on en hérite avant même notre naissance, on a déjà un certain nombre de ces chaînes d'ARN qui sont bloquées. Et donc on a des milliers de traumatismes potentiels en plus de ceux qu'on a déjà vécus. Et il bloque toute une fonction métabolique. C'est-à-dire que vous voyez bien sur le schéma que tout ça, ces structures, elle est bloquée. Normalement, il ne devrait pas y avoir ces gros ribosomes qui sont sur cette chaîne. Normalement, quand un gène s'exprime, il y a une petite ficelle d'ARN qui sort, il y a un ribosome qui vient, qui est comme une usine, qui lit le code et qui se dit « Oh tiens, c'est ça la recette, c'est ça que je dois faire ». Il crée une protéine et le reste se dissout. Et on utilise la protéine. Sauf que quand il y a un traumatisme, on ne fabrique pas la protéine, on ne peut pas l'utiliser. Donc ça veut dire qu'il y a ce chemin métabolique qui est bloqué. On ne peut pas utiliser ce que nos gènes sont censés faire. Et il n'y a qu'à peu près, alors les chiffres varient, c'est une estimation, mais environ 5000 pores dans la membrane nucléaire, donc 5000 petits trous par lesquels les gènes peuvent s'exprimer. Et la plupart sont bouchés, parce qu'il y a des milliers et des milliers de chaînes d'ARN bloquées. Et il y a des histones endommagées qui sont parfois sous la surface de la membrane et qui attendent de pouvoir s'exprimer, mais ils se seront bloqués de toute manière. Donc sur les 5000 pores qu'on a dans notre membrane, la plupart sont bouchés. Et ça, c'est une découverte assez fondamentale et qui a des implications énormes, parce que ça veut dire que la plupart des êtres humains ont un potentiel qui est bloqué, qui est inexploré, euh, qui est juste un potentiel mais qui n'est pas exprimé. Donc ça veut dire que quand on voit le fonctionnement des gens, le fonctionnement de nos sociétés, le fonctionnement des peuples et de l'humanité globalement, eh bien, on se dit c'est normal, puisque c'est comme ça que ça fonctionne, les êtres humains sont comme ça, mais en vérité, ils devraient peut-être être différents, parce qu'ils ont quasiment tous des blocages et on a tous des traumatismes potentiels ou réalisés. Donc ça veut dire que l'humanité pourrait être différente. C'est pas juste un souhait ou une idéologie, c'est ce qu'on constate biologiquement. Donc,
Voilà comment ça fonctionne. Et lorsqu'on regarde dans la biologie les gens qui vivent avec peu de ces pores bouchés, en général des gens qui soit sont nés comme ça, soit ont fait un énorme travail pour débloquer ce genre de choses, eh bien ils vivent ce qu'on appelle des états de conscience extraordinaires, donc ils ont peu d'émotions négatives, parce qu'évidemment tous ces traumatismes en moins qu'ils aient été réalisés ou plus potentiels, ça fait beaucoup d'émotions négatives en moins. Et ils ont aussi débloqué pas mal de potentiel, donc ils ont plus de liberté, plus de joie, de paix. C'est plus facile pour eux d'avancer dans la vie, de réaliser ce qu'ils veulent réaliser dans leur vie, donc d'avoir une vie plus accomplie, et même d'apprécier la vie. Tout est plus satisfaisant quand on a plus grand accès à notre potentiel. Donc un de nos buts, et certainement en fait un de nos buts principaux à l'Institut, c'est de créer des méthodes simples pour amener plus de gens à vivre ça, à vivre ce genre d'état extraordinaire, et que ça devienne de plus en plus facile de le faire. Une autre application qui est intéressante à comprendre parce elle est aussi basique, c'est une fondation de notre modèle, c'est de comprendre comment fonctionne le conscient et l'inconscient et de réfléchir en termes de biologie, puisqu'évidemment, le conscient et l'inconscient, c'est un mécanisme psychologique, mais il doit forcément y avoir une base biologique. Comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien, on a ce modèle qui reprend un modèle plus ancien en neurosciences qu'on appelle le cerveau triunique. On a un peu développé ça. Donc notre inconscient a une base biologique qu'on appelle les cerveaux, pour faire simple, parce que c'est comme si à l'intérieur de nous, on a différents cerveaux ou différentes parties de notre cerveau qui ont chacun leur propre conscience et dirigent différents processus, différentes fonctions. Et ça reprend des structures qui existent dans l'organe de notre cerveau. Donc on parle souvent de cerveau triunique ou de triple cerveau parce qu'on a ces trois grands ensembles, ces trois grandes structures dans notre cerveau. Donc on a à la base du cerveau le cervelet et toute la base rachidienne, c'est de ce qu'on appelle le cerveau reptilien. Donc lui, son but, c'est la survie. C'est la première structure neurologique qu'on a et donc son but, c'est simplement de survivre et d'assurer les fonctions biologiques de base. Au-dessus, vous avez le cerveau limbique qui est représenté en bleu. Donc c'est le cerveau des émotions. Lui, ce qu'il cherche, c'est la connexion. Donc c'est tout l'aspect social et émotionnel et l'amour et les relations, l'attachement, etc. Et puis au-dessus, vous avez la plus grosse partie du cerveau humain qui est composée du cortex. Et dans le cortex, notamment, vous avez les lobes préfrontaux qui correspondent aux fonctions exécutives, à l'intellect, on va dire. Et lui, son but, c'est d'apprendre et de résoudre des problèmes. Donc on a trois cerveaux. Un cerveau pour survivre, un cerveau pour être en relation avec les autres, et un cerveau pour réfléchir, résoudre les problèmes, apprendre. Et les trois sont censés être intégrés, mais c'est pas toujours aussi évident que ça. Et ça se retrouve dans notre perception de notre propre conscience. Ce qu'on remarque lorsqu'on pratique la régression et qu'on va de plus en plus loin dans le passé, dans le développement de notre biologie, c'est qu'à un moment donné, si on régresse sur le passé du spermatozoïde ou sur le passé de l'ovocyte, eh bien, il se décompose en plusieurs morceaux. Et c'est comme s'il y avait 7 mini-cellules, on appelle ça des cellules germes primordiales, des cellules germes tout simplement. Et ces mini-cellules, elles se combinent pour devenir ce qui va être le spermatozoïde ou l'ovocyte. Et donc, ce qu'on observe en régression, si on régresse sur le passé, sur le développement biologique du spermatozoïde ou de l'ovocyte, si on va assez loin dans le passé, on remarque qu'il se décompose en 7 mini-cellules. Donc, ce sont des cellules germes, ce sont des sortes de mini-cellules qui ont une membrane, des gènes, des fonctions biologiques, et elles existent indépendamment les unes des autres, et il y en a 7. Et elles se combinent ensemble, elles fusionnent ensemble pour devenir ce qui va devenir l'ovocyte ou le spermatozoïde. Et donc ces 7 cellules, ou ces 7 microcellules, elles correspondent à notre inconscient et à la base de ce qu'on appelle les différents cerveaux. Et dans notre modèle, on voit que ces cerveaux se combinent ensemble et ils se placent, en quelque sorte, notre perception de notre corps et de nous-mêmes nous permet en quelque sorte d'accéder à ces différents cerveaux, ces différentes fonctions, selon là où on se place dans notre corps. Donc, si vous pensez avec votre tête, c'est pas la même chose que penser avec votre cœur, ce n'est pas encore la même chose de penser avec votre ventre, et ainsi de suite. Et vous voyez sur le schéma à gauche que j'ai représenté l'emplacement de ces différents
cerveaux, et il y en a 9. 9, pourquoi? Parce qu'on en a 7 qui viennent de notre père, 7 qui viennent de notre mère, qui se combinent, sauf qu'au lieu de fusionner tous comme il faut, eh bien, ils se placent de cette manière-là. Donc au sommet de la tête, vous avez ce qu'on va appeler la couronne. Dans le centre de la tête, vous avez le mental. Vous avez un cerveau ici au troisième œil. Vous en avez un dans la colonne vertébrale au niveau de la nuque. Vous en avez un dans le cœur. Le plexus solaire, donc c'est la région du diaphragme. À l'intérieur du ventre, on va appeler le cerveau du corps. Devant lui, vous avez un cerveau qui correspond au placenta. Et oui, parce que le placenta a aussi tout un tas de fonctions biologiques et donc une manière de fonctionner, donc une sorte de conscience. Et le cerveau du périnée. Et tous ces cerveaux sont censés travailler en équipe, chacun avec différents rôles, différentes fonctions. Et en comprenant leur fonctionnement et leur dysfonctionnement, on peut comprendre quel cerveau est lié à telle pathologie ou tel effet biologique ou tel effet psychologique, et analyser à quel moment de son développement il y a un problème qui doit être réparé. Et on retrouve aussi ces cerveaux dans la cellule primaire. Donc, vous avez différents organelles dans la cellule primaire qui correspondent à ces différentes fonctions. Donc, les ribosomes, par exemple, correspondent au cerveau du cœur. Les mitochondries correspondent au cerveau du plexus solaire. La membrane du noyau correspond au mental. La membrane de la cellule correspond au cerveau couronne, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et donc, quand on cherche à résoudre un problème biologique, on observe où est-ce que ça se passe dans la cellule primaire, quelle est la partie de la cellule primaire qui est affectée par ce problème, et on apprend à découvrir que cette partie est liée à tel ou tel cerveau, et donc on remonte dans le développement de ce cerveau, dans le développement de ces mini-cellules dont je vous ai parlé avant, pour comprendre à quel moment les choses se mettent en place. Une autre application de la psychobiologie, quelque chose d'assez concret, ce sont les voix schizophréniques. On peut se demander d'où vient la schizophrénie, comment ça se fait que ces gens souffrent d'hallucinations auditives qui parfois sont extrêmement dérangeantes, qui peuvent les amener à la catatonie ou au retrait social ou à la paranoïa, tout un tas de problèmes. Évidemment, ce n'est pas le seul symptôme de la schizophrénie, mais c'est un des symptômes majeurs. Et d'où est-ce que ça vient? Pourquoi est-ce que le cerveau crée ces hallucinations? Eh bien, selon notre modèle, on va se demander non pas ce qui se passe dans le cerveau, mais est-ce que dans la cellule primaire, il n'y a pas quelque chose qui correspond à ça? Et pour vous la faire courte, parce que c'est une longue histoire, la découverte de ce mécanisme a été bien décrite et bien expliquée dans un livre écrit par Grant McFettridge, qui pour l'instant n'est pas traduit en français. En anglais, ça s'appelle Silence the Voices, ce qui veut dire faire taire les voix. Et il explique dans ce livre tout le chemin de recherche qui a amené après de nombreuses années à découvrir qu'il y a un dysfonctionnement subcellulaire qui correspond à ces voies schizophréniques. Ce mécanisme, c'est que certains ribosomes dans le réticulum endoplasmique rugueux ont des cristaux en eux, et ces cristaux enregistrent une émotion, une tonalité émotionnelle, et cette tonalité émotionnelle, elle correspond à une voix ou à quelque chose qu'on a entendu ou quelque chose que quelqu'un a dit, quelque chose qui était avec la même émotion. Et donc les gens qui souffrent de voix schizophréniques, ce n'est pas juste une voix qui leur dit blablabla d'un ton monocorde, c'est souvent des voix qui ont une émotion très forte. Par exemple, tu es nul, tu ne sers à rien, ou tu devrais mourir, ou souvent des choses assez négatives, pas que, mais il y a souvent une charge émotionnelle très importante, et cette charge émotionnelle elle correspond au ribosome. Et donc, on a développé un traitement qui pourrait peut-être avoir un effet. Seulement pour le tester, c'est compliqué parce qu'il faut pouvoir le tester dans un environnement sécurisé. Pour l'instant, on n'a pas encore de partenariat dans ce sens-là, mais voilà une des applications possibles de cette nouvelle science. Un autre exemple d'application, la fatigue chronique. C'est bizarre la fatigue chronique parce que quand on en souffre, on peut dormir autant qu'on veut, ça ne change rien. On peut prendre des vitamines, des compléments alimentaires, ça ne change rien. Faire beaucoup de sport pour développer notre organisme, ça ne change rien. Ne faire aucun sport et se reposer, ça ne change rien. On est tout le temps fatigué, quoi qu'on fasse. C'est extrêmement, extrêmement pénible. Et il y a plusieurs formes de fatigue chronique, donc il y a plusieurs origines
à différentes formes de fatigue, mais ce qu'on appelle le syndrome de fatigue chronique pure en quelque sorte, ça correspond à ces différents symptômes. Donc on a une fatigue constante même quand on se repose beaucoup, on est tout le temps fatigué quoi qu'il arrive. Souvent on a une intolérance à la posture debout, on n'aime pas rester debout très longtemps, on préfère être assis ou être allongé, ou on a besoin de se reposer en quelque sorte. Et troisièmement, même un court effort peut nous affaiblir et on a besoin de beaucoup de récupération. Donc, par exemple, on fait du sport et puis après, on est complètement épuisé, et on ne peut plus rien faire, on est obligé de s'allonger, de se reposer. Dans les cas extrêmes, il y a des gens qui ont ce syndrome et qui doivent rester dans leur lit la majorité de leur journée. Parce que rester debout ou faire des choses, c'est trop fatigant et ils sont exténués et ils restent dans leur lit et le sommeil ne leur permet jamais de récupérer. Et ce syndrome-là, il a une origine subcellulaire. Donc l'origine, c'est qu'il y a une sorte de toxicité qui recouvre les pores de la membrane du noyau de la cellule. Et donc, ça bloque tout un tas de mécanismes métaboliques, puisque vous avez compris que c'est à travers les pores de la membrane que s'expriment les gènes et qu'on peut créer des protéines. Si c'est bloqué, on ne peut pas utiliser toutes ces protéines qu'on devrait pouvoir créer. Donc ça bloque pas mal de mécanismes métaboliques, mais surtout ça crée un sentiment de suffocation. C'est comme si pour la cellule, il y avait une sorte de respiration qui se fait à travers ses pores. Et là, c'est comme si on étouffait. Donc ça crée une sensation de suffocation qui mène à un grand manque d'énergie. Les gens qui ont ce syndrome, si on leur demande de trouver ça, très souvent ils vont dire oui, même si je respire, il y a quand même une sorte de suffocation partout dans mon corps. Donc le repos et le sommeil ne règlent pas le problème. Pourquoi? Parce que quoi qu'on fasse, le problème est au niveau cellulaire. Si au niveau cellulaire, il y a cette toxicité qui bouche les pores de la membrane, on a beau faire tout ce qu'on veut, on n'y arrivera pas à grand-chose. On peut améliorer ce qui fonctionne bien par ailleurs, mais ça ne compensera pas cette fatigue-là. Et c'est pour ça que c'est un des syndromes les plus difficiles à traiter aujourd'hui. Sauf que si on comprend le mécanisme subcellulaire, alors on peut mettre au point un traitement et on a un projet de recherche sur la fatigue chronique. Voici quelques autres phénomènes qui sont observables dans la cellule primaire. Les méridiens. Et oui, en Occident, on considère que les méridiens, ça n'existe pas, mais si vous allez en Chine, tous les Chinois trouvent ça normal et ils savent que les méridiens existent. Et d'ailleurs, même en Occident, aujourd'hui, l'acupuncture et l'acupressure sont reconnus. On ne comprend pas comment ça marche, parce que où sont ces méridiens? On n'arrive pas à les trouver dans notre corps. Mais on sait que quand on stimule certains points ou quand on pique certains points, ça a un effet sur notre corps et l'acupuncture est très efficace pour tout un tas de choses. Comment ça marche? Eh bien, en fait, les méridiens sont dans la cellule primaire. En biologie, on appelle ça des microtubules. C'est comme des espèces de tout petits tubes et il y en a plein dans la cellule primaire. C'est comme des tubes qui transportent des choses à différents endroits. Et quand on sent ces tubes, on sent le chemin des méridiens dans notre corps. Donc, comment est-ce que les Chinois anciens ont découvert ces méridiens? Eh bien, ils les ont sentis en quelque sorte en eux-mêmes. Et c'est vrai que quand on sait faire ça, on sent. Tiens, bah oui, c'est par là que ça passe, c'est par là que ça passe, c'est par là que ça passe. Donc les méridiens ont une existence biologique dans la cellule primaire. Même chose pour les chakras. Si vous allez en Inde, vous allez vous rendre compte que pour 1 milliard d'êtres humains, c'est tout à fait normal. Si vous leur parlez de chakras, ils vous disent bah oui, les chakras, oui, il y a celui-ci, celui-ci, celui-là, voilà comment ça fonctionne. Pour eux, c'est quelque chose d'acquis et de tout à fait normal. Est-ce qu'il y a une existence à ça? Ou est-ce que, comme le pensent les occidentaux matérialistes, c'est juste une idée, une superstition qui n'a aucune base? C'est vrai qu'on ne le sent pas, mais pour 1 milliard d'Indiens, ça existe. Pourquoi? Parce que dans la cellule primaire, on observe les chakras. Il y a une structure biologique qui correspond aux chakras. De la même manière, les Indiens vont vous dire l'être humain se réincarne. Pour eux, c'est tout à fait normal. Nous avons des vies antérieures. Et quand vous pratiquez certaines formes de régression, ça arrive parfois de revenir dans les souvenirs. Vous avez l'impression d'être il y a très très longtemps, d'être une autre personne et de vivre une vie particulière. Eh bien, dans la cellule primaire, il y a une sorte de réseau à un endroit. Et dans ce réseau, vous avez des structures qui permettent d'accéder à certaines mémoires, certains souvenirs, qui sont des souvenirs qui ne nous appartiennent pas vraiment.
et qui sont des vies que d'autres personnes ont vécues. Et quand on accède à ça, il y a toujours un traumatisme dans leur vie qui correspond exactement au traumatisme qu'on vit dans notre vie à nous. Donc, il y a plein d'exemples, il y a plein de livres sur le sujet. Et donc, il y a plein de gens qui se demandent est-ce que ça existe, est-ce que ça n'existe pas. Eh bien, dans la cellule primaire, il y a une structure biologique qui correspond à ça. De la même manière, il y a plein de techniques qu'on appelle les techniques énergétiques. Et en Occident, encore une fois, la science matérialiste va vous dire mais non, ça n'existe pas, c'est n'importe quoi. Alors que pour tout un tas de gens, pour des milliards de gens sur la planète, c'est tout à fait normal, tout à fait banal même. Mais même en France, euh, la plupart des gens savent que dans les campagnes, on peut toujours trouver quelqu'un qui fait du magnétisme. Quelqu'un qui est un rebouteux, il pose ses mains sur vous et votre douleur disparaît. Ou tout un tas de choses comme ça qui sont inexplicables. On appelle ça de l'énergie. On a de l'énergie ou du magnétisme. Sauf qu'on ne peut pas le mesurer avec des instruments. Et bien pourquoi? Parce que ce n'est pas un mécanisme qui arrive vraiment en termes d'électromagnétisme, mais c'est une interaction entre les cellules primaires. Il y a des mécanismes qui font que il y a comme des courants d'énergie qu'on peut sentir dans la cellule primaire. Tout ça est explicable par ce modèle. Alors, évidemment, je ne vous l'explique pas en détail, mais c'est explicable. Et tout un tas d'autres mécanismes. Donc, à l'Institut, nous faisons la recherche sur les troubles obsessionnels compulsifs, l'autisme, les maladies neurodégénératives ou auto-immunes, etc., etc. Comment est-ce que ça fonctionne? Comment fonctionne notre système immunitaire? Quel est l'impact? Comment la cellule primaire, euh, qui dirige toutes les autres cellules du corps, euh, fonctionne par rapport à ces différents sujets? Et même différents pathogènes. Pourquoi est-ce qu'on est plus sensible à certains pathogènes que d'autres? Tout ça, ce sont des études qui peuvent être étudiées à ce niveau-là. Alors, une chose importante à comprendre aussi, c'est qu'explorer cette cellule primaire est très dangereux. Pour prendre une métaphore qu'un de mes collègues m'a donnée, c'est comme regarder sous le capot de la voiture pendant qu'on roule à 130 km/h. Donc la moindre mauvaise manipulation et bam, on peut se blesser sérieusement. Pourquoi? Parce que si on endommage cette cellule primaire, eh bien on endommage tout le reste de notre corps. Et c'est des choses qui arrivent. Quand on perturbe l'homéostasie, l'équilibre à l'intérieur de ces cellules primaires d'une mauvaise manière, eh bien notre corps va subir des répercussions, et ainsi de suite. Et donc, c'est extrêmement délicat, et seule une poignée de nos chercheurs sont formés pour explorer ce qui se passe dans cette cellule primaire. C'est vraiment dangereux, et on encourage les gens à ne pas chercher à explorer ça, sans être guidés et supervisés. Et ce modèle prédit aussi qu'en théorie, il y a donc un nombre énorme de troubles mentaux, de troubles physiques qui ont leur origine dans la cellule primaire et qu'on peut donc, pourquoi pas, y remédier via l'épigénétique. Ça semble logique, en fait. Et donc, notre clinique en particulier, donc la clinique, c'est une sous-partie de notre institut qui a pour but de délivrer différents processus, différents traitements. Eh bien, on met au point des traitements, on les teste, on a un protocole de sécurité très rigoureux. Et une fois qu'on sait que ça fonctionne et que c'est testé, on le propose aux gens. Et c'est certainement quelque chose qui va grandir, 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 parce que le potentiel est absolument illimité. Alors, voici quelques explorations préliminaires pour vous donner une idée des choses que nous avons découvertes. Donc, le syndrome d'Asperger, c'est un syndrome assez étrange quand on y pense. Il y a une perturbation du rapport à l'autre, de la perception de l'espace et de la perception des émotions de l'autre. Donc les gens qui ont le syndrome d'Asperger, très souvent, ne comprennent pas les gens et se sentent incompris par les gens. Ou au contraire, ils sentent les émotions des gens beaucoup trop, ça les envahit et c'est perturbant. Et ils n'arrivent pas à trouver le bon équilibre. Pourquoi est-ce qu'il y a ce problème? Qu'est-ce qui fait qu'il y a ce problème? Eh bien, dans la cellule primaire, on observe qu'il y a une sorte de membrane à un endroit. Cette membrane, elle est fermée, elle est bloquée, et elle bloque la perception. Et ça a pour effet que ça bloque notre perception des gens et de leurs émotions. On peut résoudre ça. Ça ne change pas tout le reste de la personne. Si elle est unique, elle reste unique. Si elle est neurodivergente, elle reste neurodivergente. Elle a sa propre manière de penser. Mais elle peut gagner un accès beaucoup plus fort aux sensations des autres et c'est extrêmement agréable. Les troubles obsessionnels compulsifs. Pourquoi est-ce que les gens ont ces anxiétés sans raison particulière? Il y a juste une angoisse qui est tout le temps présente,
ou la compulsion de tout le temps se laver les mains et de tout le temps avoir besoin de se nettoyer, que tout soit pur ou de vérifier les choses, eh bien, on se rend compte qu'il y a des toxines à l'intérieur de la cellule primaire. Et comme tout ce qui est biologique a un impact psychologique, ces toxines ont aussi un impact psychologique et elles créent ces sensations d'anxiété, de besoin de vérifier, de besoin de se laver les mains, les compulsions, etc., etc. Les voies schizophréniques, on en a parlé juste avant, il y a des cristaux dans certains ribosomes qui enregistrent une pensée ou un contenu auditif en lien avec une émotion. Le trouble de déficit de l'attention. Certaines personnes n'arrivent pas à se concentrer et quand elles cherchent à se focaliser, c'est comme si leur esprit explosait en mille morceaux et elles ont besoin d'essayer de rassembler tous les morceaux. En fait, ce qui se passe, c'est qu'elles passent d'un sujet à l'autre, elles sont toujours en activité et elles ont du mal à rester focalisées et calmes sur une seule chose. C'est plus ou moins fort selon les gens. Quelle est l'origine de ça? On observe dans la cellule primaire qu'il y a à un endroit une structure cristalline, c'est comme un cristal, sauf que ce cristal, il est fragmenté. Et parce qu'il est fragmenté, il y a un petit morceau ici, un petit morceau là, un petit morceau là. Il n'y a pas de cohérence bien complète. Et donc on passe, c'est comme si notre conscience passe d'une structure, d'une sous-structure du cristal à une autre, et on n'arrive jamais vraiment à se rassembler complètement. L'épilepsie, est-ce qu'il y a une origine subcellulaire à l'épilepsie? Eh bien oui, on a observé qu'il y a dans le nucléole, c'est-à-dire dans le centre du noyau, certains dommages, certains morceaux qui sont endommagés. Et quand on a ces dommages à cet endroit-là, ça a une répercussion dans notre cerveau et ça peut générer de l'épilepsie. On n'a pas de traitement pour ça, mais on observe qu'il y a une corrélation. Même chose avec la démence ou la maladie d'Alzheimer. Il y a aussi certains types de dommages dans le nucléole qui correspondent à ces maladies. Donc, si on répare ces dommages, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il faut le tester pour le découvrir, mais peut-être qu'on pourrait avoir une nouvelle manière d'avoir un impact sur ces maladies-là. Pareil au niveau du diabète. Donc, la résistance à l'insuline, le problème d'insuline, etc. Dans le diabète de type 1, si on regarde dans la cellule primaire les structures qui sont les structures qui correspondent à la vésicule biliaire, au foie et surtout au pancréas, eh bien, ces structures peuvent être endommagées. Et si elles sont endommagées dans la cellule primaire, il y a un dommage qui se répercute dans nos organes. Et donc, qu'est-ce qui se passe si on répare ces dommages-là? Les addictions, un sujet assez complexe. Pourquoi est-ce que les gens consomment des produits qui sont toxiques? Pourquoi est-ce que les gens répètent des actions qui sont néfastes pour elles, etc., etc. Eh bien, c'est assez bizarre, c'est assez compliqué à expliquer, donc je ne vais pas vous l'expliquer, mais nous avons découvert que dans la membrane nucléaire, il y a un problème de métabolisme. Donc il y a un problème il y a une sorte de respiration qui se fait au niveau des pores, ou une sorte d'alimentation aussi, en quelque sorte. Ce métabolisme peut être perturbé, et s'il est perturbé, ça a tout un effet en cascade. C'est pas un effet direct, c'est un effet assez complexe, mais ça aboutit au sentiment qu'on a besoin de différentes choses pour se remplir, ou qu'on a des compulsions de faire des choses qui ne sont pas forcément bonnes pour nous, etc., etc. Ça mériterait des heures de conférence, mais il y a un métabolisme qui est perturbé au niveau de la membrane. Nous avons mené des recherches sur la maladie de Lyme. Donc la maladie de Lyme, c'est quand on est infecté par une bactérie qui génère des toxines, et ces toxines perturbent pas mal de choses dans notre corps. Donc comment est-ce qu'on étudie ça? Eh bien, on se demande comment fonctionne l'immunité au niveau de la cellule primaire. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'au niveau de la membrane, il y a des récepteurs. Toutes les cellules, d'ailleurs, ont des récepteurs qui permettent de laisser rentrer ce qui est bon et de laisser dehors ce qui n'est pas bon. Mais s'il y a quelque chose qui est perturbé à ce niveau-là, ça se répercute sur notre corps. Et donc, le système immunitaire peut peut-être aussi être amélioré de cette manière-là. On a des données qui indiquent que c'est possible. Et pour vous donner encore un autre exemple, pour avoir des exemples très larges, les lésions cérébrales, donc quand quelqu'un a un choc et se fait mal à la tête et que son cerveau est lésé, chez certaines personnes, le cerveau s'auto-répare et il n'y a pas de conséquences. Et d'autres personnes vont avoir des lésions qui vont rester permanentes et qui vont avoir différents troubles de mémoire, de concentration, de fatigue, d'attention, etc.
Quelle est la différence? Eh bien, à l'intérieur de la cellule, il peut y avoir des dommages à un certain endroit, et s'il y a des dommages, ça perturbe la capacité de notre organisme à s'auto-réparer. Et donc, ça fait qu'on est plus susceptible au fait d'avoir des lésions cérébrales. On utilise ce principe pour aider les gens dans notre clinique qui ont subi des accidents, euh, différents types de traumatismes cérébraux. On les aide à récupérer une meilleure résilience et à éliminer les symptômes qui découlent de leur lésion. C'est vraiment fascinant comme recherche. Donc voilà pour vous donner une idée, un aperçu de ce qu'on fait avec cette science. Vous voyez que le potentiel est vraiment, vraiment illimité, et si ça marche, ce serait une révolution pour toute l'humanité. Et c'est tout le projet que nous avons. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à vous procurer ces ouvrages, eux aussi écrits par Grant McFettridge, le fondateur de notre institut. Pour l'instant, ils sont en cours de traduction en français, donc vous ne pourrez les avoir qu'en anglais, ou dans d'autres langues. Ils sont aussi traduits en polonais déjà, euh, parce qu'on a beaucoup de gens en Pologne. Mais voilà, ça s'appelle Peak States of Consciousness, et ça explique toute la genèse de cette recherche, de ces découvertes, et comment ça nous a amené à construire ce modèle et à se rendre compte qu'il y a cette cellule primaire, et donc à faire de la psychobiologie. Mais à la base, ce que cherchait à faire Grant McFettridge, c'était à comprendre pourquoi certaines personnes vivent dans des états de santé extraordinaires ou des états de bien-être extraordinaires. Pourquoi est-ce que certaines personnes ont des vies extraordinaires alors que d'autres personnes ont beaucoup plus de souffrance, et comment est-ce qu'on peut changer les choses. Voilà. Et vous avez aussi les sites internet où on essaie de publier du contenu, même si je n'ai pas toujours le temps de faire autant de conférences que j'aimerais. Donc, si vous lisez l'anglais, vous avez peakstates.com et peakstatesclinic.com pour les traitements de notre clinique. Et en français, vous avez peakstatesfrance.com et mon propre site, gaëtanclin.com. J'espère que ça vous a intéressé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur YouTube sous cette vidéo. Et à bientôt pour la suite.